Je voulais d'abord remercier les organisateurs et organisatrices, et notamment Joël qui m'ont invité. Alors, je les remercie vraiment de l'invitation, je ne les remercie pas du sujet, qui m'a semblé pas très facile à traiter. Donc moi je suis infectiologue à l'hôpital de Garches en région parisienne. Et j'ai donc le plaisir de découvrir ce superbe site aujourd'hui et de pouvoir partager quelques éléments de discussion avec vous. On m'a demandé donc moi je suis infectiologue, on m'a demandé de traiter antibiothérapie et populations particulières, et notamment sujets obèses, insuffisance rénale et femmes enceintes. Donc je me suis plongé un peu dans la PKPD et j'ai essayé de retirer quelques règles simples puisque la littérature est assez pauvre sur le sujet. Néanmoins, on va essayer de trouver quelques règles de conduite dans ce vaste domaine mal étudié jusqu'alors. D'abord, si on parle d'obésité, la première chose qu'on prend souvent en compte, c'est le BMI. Et on a l'habitude de caractériser nos patients obèses par leur BMI. Or, quand on regarde les caractéristiques d'un patient qui serait 90 kg à 1m90 ou d'une jeune femme de 56 kg à 1m50, on a le même BMI. Et donc, si on se fixe sur cet élément pour calculer ou pour évaluer une posologie d'antibiothérapie, on voit qu'on arrive à peu près à la même posologie, alors que bien évidemment, le volume de distribution est très différent et la masse maigre est très variable entre les deux. Alors, l'obésité, pourquoi est-ce qu'on parle d'obésité aujourd'hui? D'abord parce qu'on sait que l'obésité en elle-même est associée à une surmortalité et à plus de complications pour les pathologies infectieuses. Il y a plusieurs études qui, de manière rétrospective, en analyse univariée, ont retrouvé que dans les infections graves, les patients qui avaient une obésité avaient une surmortalité. Et donc là, on part d'un critère dur, hein, qui n'est pas juste un plutôt grand taux d'échec, mais vraiment une surmortalité. Alors, cette surmortalité, elle peut être de différentes causes, et notamment, probablement, en partie, l'antibiothérapie, puisque chez ces patients-là, on sait que de manière empirique, quand on fait des études de prescription, les patients sont en général sous-dosés et donc bien évidemment moins bien traités avec un pronostic moins bon. Alors, ce n'est pas le seul facteur péjoratif de l'infection chez les sujets obèses. Il y a probablement pas mal d'anomalies, notamment humorales, avec une baisse du dose de la leptine, qui est associée à l'obésité, qui est entretenue par l'obésité et qui induit une immunodépression par une altération des mécanismes immunitaires, que ce soit les macrophages, les polynucléotrophile, les monocytes et même via l'immunité tumorale. Donc on voit que le patient obèse a déjà une maladie inflammatoire de par l'obésité, qui est caractérisée de plus en plus comme une maladie inflammatoire, et aussi immunodéprimé uniquement par son obésité, mais aussi à haut risque d'infection. Alors quel type d'infection? Bien sûr d'infection nosocomiale, puisque installer un patient obèse au bloc, il y a plus de compression, il y a plus d'escarres, c'est plus compliqué à manipuler. Les séjours sont souvent plus longs. Les infections de plaies guérissent moins facilement. Le tissu adipeux et les traumatismes locaux sont effectivement plus sévères. Et puis, vous avez des infections cutanées, des infections de la cavité buccale, des mycoses, des infections respiratoires, hein, notamment des pneumonies plus sévères. Et puis, bien sûr, des infections digestives, outre les chirurgies pour essayer de corriger l'obésité. Donc, le BMI ou l'indice de masse corporelle, il varie. Et on a quelques définitions un peu caricaturales, mais qui ont le mérite d'exister et donc de pouvoir être utilisées pour les études et pour pouvoir comparer nos populations de malades. Et on sait qu'on parle de surpoids à partir d'un BMI supérieur à 25, d'obésité modérée quand le BMI est supérieur à 30, d'obésité sévère à 35, massive à 40, et après on est dans les super, voire les super obèses. Alors, en France, on n'est pas encore trop concerné par l'épidémie. Vous savez qu'on parle maintenant d'épidémie d'obésité, d'épidémie mondiale. Les États-Unis ont beaucoup d'avance, mais ce qui est peut-être le plus inquiétant à l'heure actuelle, hein, c'est les pays d'Asie comme la Chine, où la prévalence globale est actuellement relativement faible, mais l'incidence majeure, et on pense que dans quelques années, on aura un taux d'obésité extrêmement important en Asie, notamment en Chine et en Inde, avec une émergence de cette pathologie chez la population de classe moyenne qui commence à avoir accès à un niveau de vie beaucoup plus élevé qu'auparavant.
Quand on regarde la dynamique aux États-Unis, hein, vous voyez que sur l'ensemble de la population, vous avez une augmentation majeure de la prévalence de la population obèse, et donc le problème de l'antibiothérapie dans la population obèse va devenir un problème quotidien pour nous tous. Quand on prend le Vidal, qui est probablement la source la plus mauvaise d'informations médicales concernant les antibiotiques, on sait que toutes les posologies qui ont été calculées, c'était des posologies dans les études d'AMM à l'époque où la population moyenne était plus basse, et donc il ne faut certainement pas les utiliser, et elles seront de moins en moins valides compte tenu de l'évolution du poids de la population générale. Alors, le patient obèse, en dehors de l'augmentation de son volume de distribution de par sa masse corporelle, de l'augmentation de la masse grasse, il y a d'autres paramètres de PKPD qui sont modifiés. Il y a d'abord une augmentation du débit cardiaque, une augmentation du volume de distribution, on en a déjà parlé, et surtout une augmentation aussi de la clairance avec un plus grand nombre de néphrons et probablement une élimination rénale plus importante. Le risque en général, c'est le sous-dosage, et c'est ce qu'on voit régulièrement dans les séries quand les patients bénéficient de dosage plasmatique. Et souvent, on a du mal à prescrire la posologie nécessaire. Pour autant, je pense que les antibiotiques, par rapport à d'autres molécules, ont des index thérapeutiques assez larges, et je pense qu'on ne prescrit pas assez les bonnes doses. Vous savez que, en plus d'un point de vue stewardship, alors Pascal Chavanet est dans la salle, donc je parle sous son contrôle, mais le concept, c'est plutôt forte dose, traitement court, et on a tous tendance, docteur, à traiter un peu plus faible dose parce qu'on a peur de toxicité, et traitement long pour être sûr que notre patient guérisse, ce qui, d'un point de vue guérison et d'un point de vue épidémiologique de la résistance, est une aberration. Alors, les autres éléments PKPD. Alors, vous savez, c'est le fameux acronyme ADME, A pour absorption, D pour diffusion, M pour métabolisme, E pour élimination. L'absorption chez le patient obèse, elle est peu modifiée. Il y a rarement de perturbations au niveau digestif. Au niveau de la diffusion dans les tissus, il y a bien sûr un volume circulant qui est plus important et une fonction cardiaque avec en général une fraction d'éjection un peu plus importante, ce qui augmente le volume de distribution et qui augmente aussi la clairance. Le taux de liaison aux protéines, alors c'est très compliqué puisqu'effectivement en fonction des molécules, il n'est pas le même. Et vous savez que ce qui est la portion pharmacologiquement efficace, c'est la portion qui est non liée aux protéines. Et celui-ci varie en fonction de l'augmentation des glycoprotéines, des lipoprotéines. Ce qui indirectement fait varier le volume de distribution. Et puis l'élimination, on en a déjà parlé, elle est augmentée par l'augmentation du débit cardiaque, comme de la clairance rénale. Et puis, vous savez que c'est des patients qui ont aussi des maladies hépatiques, souvent avec des stéatoses ou des NASH, qui peuvent empêcher la métabolisation de certains médicaments et donc gêner à l'efficacité pharmacologique des antibiotiques. Alors, je suis désolé de faire quelques rappels absolument très très rapides. Vous savez que, suivant le type d'antibiotiques, vous avez des antibiotiques qui sont concentration dépendants, donc il faut avoir un pic maximum. Et c'est là où on a l'efficacité, et la toxicité est effectivement à la résiduelle, comme les aminosides. Et puis les bêta-lactamines, c'est le strict opposé. Ce qui est important, c'est des antibiotiques qui sont temps dépendants. Il faut avoir une concentration au-dessus de la CMI pendant le temps le plus prolongé possible. Et du coup, quand on va augmenter les doses, la manière dont on va augmenter les doses va varier en fonction de la famille d'antibiotiques. Si vous êtes sur des aminosides, il faudra augmenter la posologie initiale, même si elle peut vous paraître très importante et non usuelle, alors que l'augmentation des bêta-lactamines se fera en fractionnant ou idéalement en continu pour les patients qui peuvent bénéficier d'une intraveineuse à la seringue électrique quand la molécule, bien sûr, est stable. On l'a déjà dit, ce qui prévaut sur les problèmes de PKPD chez l'obèse, c'est le sous-dosage. C'est vraiment ça le problème parce que le volume de distribution est augmenté et l'élimination aussi. Et c'est plus ça que les problèmes de fixation aux protéines. Si on prend rapidement, juste pour illustrer le propos et pour rentrer un peu dans la pratique, le cas d'un patient qui serait 58 ans, diabétique, hypertendu et de l'arthrose, qui a donc les complications usuelles, j'allais dire, de l'obésité avec une prothèse de hanche, qui ferait 138 kg, 1m70, donc un BMI à 47, donc vous voyez qu'on a des obésités très importantes, qui se présente avec de la fièvre, un début de sepsis, une hyperleucocytose, une biologie. Et à la radio, vous avez ça, et vous diagnostiquez donc une dermo-hypodermite non nécrosante en tous les cas pour le moment. Vous décidez de le traiter par amoxicilline et acide clavulanique. Alors, il y aura forcément des infectiologues qui vont me dire pourquoi pas amox seul. C'est juste pour pouvoir discuter de l'acide clave.
idéalement, ce patient serait bien entendu traité par amoxicilline seule. Encore une fois, l'hérésie est une complication extrêmement fréquente chez ces malades et plus compliquée à traiter. Alors, quel poids on prend? Est-ce qu'on prend le poids total mesuré, le total body weight? Est-ce qu'on prend le poids idéal? D'accord? Le poids idéal, il est indexé sur la taille. Ça serait la taille du patient, moins une certaine valeur, un coefficient, d'accord? Et un poids fixe. Donc vous voyez que le poids idéal, ça c'est important pour la suite, il est vraiment défini sur la taille. Et le premier message, je pense que pour bien évaluer la posologie nécessaire d'antibiotiques chez les patients obèses, ce n'est pas forcément le poids, à mon avis, c'est la taille du malade. Ce qui est un paradigme un peu différent, mais on va y revenir. Alors bien sûr, cette équation n'est pas la même qu'on soit un homme ou une femme, d'accord? Et puis il y a classiquement l'excès de poids qui est la soustraction du poids total, le poids idéal. Alors il y a d'autres formules. Il y a le poids maigre qui est fonction donc, du BMI et du poids total, d'accord, avec un facteur de correction. Le poids ajusté, qui est probablement le plus intéressant ici pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire pour les antibiotiques. Le poids normal prédit qui a plus un intérêt, je pense, dans les pathologies cancéreuses et pour évaluer les chimiothérapies, mais qui n'est pas beaucoup utilisé en infectiologie. Donc pour notre patient, vous voyez que 138 kg à 1,70 m, bon, son poids total est 138. Son poids idéal, ça serait 65 kg, donc son excès, c'est 72. Son poids maigre, c'est 68. Son poids ajusté, c'est 94. Et le poids prédit serait 85. Donc on passe de 68 à 138. Quelle valeur choisir et comment l'adapter en fonction de sa pathologie? Alors, quelle posologie on va lui prescrire? On a déjà parlé, il y a les antibiotiques qui sont temps dépendants, comme les bêta-lactamines, typiquement l'amoxicilline. Les antibiotiques qui sont concentration dépendants, avec notamment l'importance du pic de la concentration maximale au-dessus de la CMI de la bactérie. Alors, on n'a pas les CMI en routine. Peut-être que dans quelques années, on les aura de manière plus facile. Peut-être que chez ces patients-là, c'est important de les avoir. Ça, c'est des discussions qu'il faut avoir localement. Et puis, il y a des antibiotiques qui utilisent les deux paramètres. Alors, les bêta-lactamines, vous savez qu'il y a deux types d'antibiotiques. Il y a des antibiotiques qui sont plutôt hydrophiles, qui sont donc moins impactés par le surpoids et la masse graisseuse que les antibiotiques, bien évidemment, qui sont lipophiles. Les bêta-lactamines font partie des antibiotiques hydrophiles, et le tissu adipeux représente quand même 30% d'eau. Donc il y a quand même un ajustement à faire. Et je crois qu'il y a une seule équation à retenir, enfin simple, c'est celle-ci, c'est-à-dire que pour les bêta-lactamines, chez le sujet obèse, il faut utiliser la formule du poids ajusté. Et le poids ajusté dans ce cas-là, c'est le poids idéal, vous avez vu, qui se calcule sur la taille, plus 0,3, donc le facteur, et la différence entre le poids total et le poids idéal. Encore une fois, vous voyez que la taille est probablement l'élément central pour déterminer la bonne posologie pour ce malade. Elle est un petit peu pondérée par le poids total, et je pense que c'est assez mineur. Du coup, si on regarde en détail les bêta-lactamines et qu'on va vers l'Amox et l'Oxa, alors j'ai mis peu de données, mais en fait il y a peu de données pour beaucoup de molécules. Les seules molécules pour lesquelles on a beaucoup de données, c'est les aminosides. Ce qui est bien dommage, parce que c'est les molécules qu'on peut doser en routine, et probablement qu'une des clés, c'est quand même le dosage systématique. Et puis, c'est des molécules pour lesquelles on a des ABAC, du coup, de prescription qui sont assez bien faits. Et puis, c'est des molécules qu'on utilise surtout de moins en moins, voire plus du tout dans certains hôpitaux. En tout cas, pour la MOX et l'OXA, pas de diffusion dans le tissu adipeux, donc vraiment des molécules quasiment exclusivement hydrophiles. Le problème, c'est plus l'insuffisance rénale, et dans ce cas-là, il faut doser. Et je pense que le dosage, ça doit faire partie maintenant de notre arsenal qui nous permet de guider les traitements. On utilise donc le poids idéal plus le facteur correcteur de 0,3 et la différence entre le poids total et le poids idéal. Et vous voyez qu'ici, on arrive à un poids de 87 kg. Et donc, si on veut traiter à 100 mg/kg, on est à 2 grammes x 4. Je vous rappelle que ce patient faisait 137 kg, je crois. Et donc, on n'est pas à 10 grammes, on est à 8 grammes, d'accord, pour les bêta-lactamines. Alors, pour l'acide clavulanique, on peut discuter, parce qu'il y a une toxicité hépatique importante. Et puis, on peut, dans certaines infections, notamment les endocardites, pondérer cette posologie en fonction des valeurs de la CMI de la bactérie, et puis bien sûr faire des dosages. Encore une fois, c'est des bêta-lactamines, et donc quand la dose devient très importante, il ne faut pas hésiter à fractionner la dose totale, ce n'est pas du tout comme les aminosides, et idéalement faire de l'IVSE. Alors avec Piptase, c'est plutôt une stabilité sur 4 heures, il y a quelques équipes qui le font en IVSE quand elles sont reconstituées avec du sérum Phi, mais il ne faut pas hésiter à prolonger les durées de perfusion et fragmenter la dose totale. Pour l'acide clavulanique, il y a eu longtemps maintenant un avis de commission qui disait qu'il ne fallait pas
dépasser les 1200 mg par jour. Et donc souvent ce qu'on fait, vous savez, c'est qu'on ajoute de l'amox à l'augmentin pour arriver à la valeur totale de bêta-lactamine sans augmenter trop le taux d'acide clavulanate. Et encore une fois, vous savez que dans la forme Péros, c'est 125 d'acide clav le plus souvent, et dans la forme IV 1 g, c'est 125, dans la forme IV d'augmentin 2 g, c'est d'emblée 125. Donc si vous faites du 2 g d'augmentin, vous pouvez faire 3-4 fois par jour. Si vous utilisez de l'augmentin 1 g, il faut l'associer à l'amox. Mais ça, vous savez, et vos pharmaciens sont largement au courant. Pour les autres bêta-lactamines les plus utilisées, donc par exemple les céphalosporines, il ne faut pas hésiter effectivement à augmenter les posologies, fractionnées, en dehors de la ceftriaxone, sur les mêmes abacs que précédemment. Pour les carbapénèmes, ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a quasiment pas de données sur l'imipénème, qui est peut-être le plus utilisé. Sur l'ERTA, il faut s'aider de la CMI du germe, qu'on n'a pas forcément en routine. Et sur le méro, il faut d'emblée faire 2 grammes x 3 par jour. Et là, il n'y a pas trop de discussion, c'est relativement simple. Sur l'azactame, qui peut être utilisé, on l'a vu avant, en cas d'allergie, il ne faut pas dépasser 2 grammes x 4 par jour. Alors les aminosides. Les aminosides, on l'a dit, c'est la molécule la plus étudiée, pour autant c'est celle qu'on utilise de moins en moins. Ce qui est vraiment important, c'est d'arriver au pic. Le sous-dosage, on a la toxicité sans l'efficacité, c'est une perte de chance. Le surdosage, j'allais dire, c'est un problème, mais en général, le patient qui a des aminosides, c'est qu'il en a vraiment besoin, il en est un septique grave, et à mon avis, il ne faut pas lésiner si jamais on décide de la faire et si l'indication est ferme. Du coup, il faut utiliser le poids ajusté avec un facteur qui dépend du type d'aminoside, 0,43 pour la Ginta et 0,38 pour la Miclin. Vous voyez que chez notre patient de 137 kg, on arrive à un poids ajusté de un peu moins de 80 kg. Il faut bien sûr doser, et encore une fois, il faut toujours doser et réinjecter un résiduel négatif. Il ne faut certainement pas baisser la dose, hein. La dose doit être identique, on l'a déjà dit. Bien sûr qu'en cas de surdosage, il y a un risque de toxicité rénale qui est accru, mais encore une fois, c'est à peser avec la gravité de notre patient. Alors, notre patient va mieux, vous l'avez traité 7 jours, comme c'est actuellement recommandé pour la plupart des infections, et quand on regarde les durées de traitement qui évoluent beaucoup et qui se raccourcissent de plus en plus, il va mieux. Et puis il vient 1 mois plus tard pour des douleurs de l'un. Je vous rappelle qu'il avait effectivement une prothèse. Il a une limitation de la marche, il est subfébrile, il a un placard inflammatoire en regard et il a une CRP augmentée, et puis du coup il est ponctionné puis opéré, et on retrouve un staph épi. Donc il a une infection sur prothèse, ça aussi c'est un message qui est intéressant. C'est vrai que les érysipèles à répétition en regard du matériel d'ostéosynthèse doivent faire évoquer l'infection d'ostéosynthèse, et ce staph épi, il est méthicilline résistant, il est sensible à la vanco et sensible à quelques molécules orales. Alors, comment traiter ce patient en post-opératoire avec la vancomycine et quelle posologie on prescrit? Pour la vanco, c'est une molécule qui est une bactéricidilante, et vous savez que plus la CMI du germe est augmentée à la vanco, plus il faut augmenter la dose, et l'augmentation de la CMI est corrélée au facteur de risque d'échec. En général, on fait une dose de charge, dans les bonnes pratiques, 15 à 20 mg, et puis une dose d'entretien fractionnée, soit 4 fois par jour, soit en IVSE. Pour la vanco, c'est assez clair, il faut utiliser le poids total. Ce qui peut paraître énorme chez ces patients obèses, mais c'est vraiment ça qu'il faut faire, car encore une fois, c'est une molécule qui a une bactéricidie qui est relativement lente, et on peut arriver jusqu'à 4 grammes par jour en fractionné, mais surtout, il faut doser. Et il faut régulièrement doser pour ajuster la dose, et vous savez que quand ça commence à monter avec la vanco, ça va continuer à manquer, donc il ne faut pas hésiter à vite modifier pour ne pas avoir de retard par rapport à l'augmentation cumulée de la vanco. Alors on utilise de plus en plus la dapto, la cubicine, donc un lipopeptide, qui est un peu un analogue. Le problème, vous le connaissez, c'est qu'il y a des résistances qui commencent déjà à émerger, alors qu'avec la vanco depuis 25 ans, 30 ans, on n'en a pas beaucoup. Le problème, c'est aussi la tolérance avec les rhabdomyolyses, mais plutôt chez les sujets maigres, paradoxalement. Et vous savez que la rhabdomyolyse est très corrélée à un résiduel augmenté. Donc nous, chez nos sujets très maigres, on fait systématiquement un dosage de dapto en résiduel, et quand il est élevé, on baisse, d'accord, et on surveille les CPK. Il y a aussi des pneumonies eosinophiles et des myopathies à la dapto. Pour autant, par rapport à la vanco, il a une efficacité identique sur les staphs dorés, sur les staphs métières et métiers, donc en probabilité, c'est probablement intéressant. Il a surtout une facilité d'administration, c'est 1 fois par jour, il n'y a pas de problème de vénite, et c'est rapidement bactéricide. Quand vous regardez le Vidal, qui est probablement encore un outil de désinformation médicale pour les antibiotiques, vous voyez que les posologies elles-mêmes, c'est 4 à 6 mg kg, et vous savez qu'en pratique, on utilise 10 à 12 mg kg suivant les indications.
Là, encore une fois, on sait que chez l'obèse, le volume de distribution est un peu plus important, d'accord? Mais on utilise quand même le volume, le poids mesuré. Dans le dossier pharmaceutique réglementaire qui avait été déposé, il y avait des poids qui allaient jusqu'à 147 kg, qui n'avaient pas retrouvé, encore une fois, d'événements particuliers. La rhabdomyolyse, encore une fois, est liée plutôt au petit poids, ce qui peut paraître étonnant. Je vous rappelle que le staff était sensible au quinolone, à la Rifan. Vous me voyez arriver. Et donc, quel relais on lui prescrit, qu'est-ce qu'on lui propose à ce malade et quelle posologie? Pour les quinolones, ça dépend de la quinolone. On va balayer d'abord ce qui est simple. Pour le Tavanic et la Moxiflo, le Tavanic qui devient un peu le standard qui tend à remplacer l'eau-flow, en tout cas dans nos pratiques et dans les recommandations. On peut en discuter, mais c'est actuellement la tendance. Il n'y a pas besoin de dépasser 700 mg par jour. Donc là, on fait fi du poids et il faut plutôt regarder la fonction rénale pour ne pas hésiter à diminuer la dose en cas de problème d'élimination rénale. Pour le Ciflox, les posologies, elles sont variables, ça dépend de la localisation. Vous savez que ça dépend du germe, si c'est un pio, si c'est pas un pio, si c'est une infection osseuse, une infection urinaire, d'accord? Et il faut pas, il y a une diffusion dans la graisse. On peut doser, encore une fois, c'est pas forcément accessible en routine. Et on utilise un poids ajusté dans ce cas-là avec un facteur 0,4, ce qui pour notre patient de 140 kg, on se basait sur un poids de 94 kg. Alors vous allez me dire, c'est facile ton truc, mais tu nous parles de poids kilo alors que les posologies en général sont fixes. En gros, la posologie classique de Cyprose, l'équivalent c'est 20 mg kg, et donc à partir de ça, on peut recalculer. Mais effectivement, pour les quinolones, c'est un peu plus compliqué parce que dans toutes les données de la littérature ou dans toutes les recommandations, on voit en général des posologies fixes. Le linésolide ou le zivoxide, qui est donc une oxazolide d'inone, qui a une activité sur les staphes métillaires, qui a une prise IV ou Péros, qui commence à vraiment émerger. La posologie standard, c'est 100 mg x 2 par jour, et ça, il ne faut pas modifier quel que soit le poids. Le problème, ce n'est pas le poids, le problème, c'est la CMI du germe, d'accord? Et on voit les CMI un peu augmenter. On peut monter jusqu'à 600 mg x 3 par jour, mais on sait qu'il y a une toxicité, notamment médulaire et neurologique, qui est liée à des doses élevées, d'accord? Donc vraiment, se méfier de la toxicité du liné, et puis il y a le télisolide qui vient d'arriver, qui est de la même famille, une fois par jour. Pour l'instant, les données sont plutôt rassurantes sur la safety, mais reste à savoir ce que ça va donner en phase 4. Alors les autres antibiotiques, alors, il y en a beaucoup, on ne va pas les balayer, mais en gros, les macrolides, le Bactrim, les antituberculeux, on utilise plutôt le poids idéal. Et vous voyez qu'encore une fois, le poids idéal, il repose essentiellement sur la taille. Donc le message, à mon avis, un des messages principaux, c'est de dire que plus que le poids, il faut se fixer sur la taille quand on a des poids un peu extrêmes. Et c'est ça qui va nous aider à guider l'antibiothérapie. Il faut encore une fois doser le plus possible, surveiller la tolérance, et encore bien sûr fragmenter les doses quand c'est des antibiotiques de temps dépendant. En résumé, les antibiotiques hydrophiles, la dose de charge est importante, elle permet d'avoir rapidement le plateau, et dans ce cas-là, on utilise le poids ajusté, sauf pour les glyco et les lipopeptides, on utilise le poids total. Pour les antibiotiques lipophiliques, c'est plus compliqué, notamment les fluoroquinones, le volume de distribution est plus important, et vous avez vu les formules qui sont variables en fonction des molécules. Hop là, ça a bougé. Désolé. Je vous passerai dans les diapos, je vous mettrai dans le bon sens. C'était la récapitulative de ce qu'on a vu. Je vais le dire de côté. Donc, bêta-lactamine, poids théorique avec poids idéal avec un facteur 0,3. Les aminosides, on l'a dit. Poids idéal, facteur 0,3. Vanco, poids total. Et pour les autres, poids idéal. Donc, encore une fois, c'est le poids idéal. Et le poids idéal, vous avez vu, il est fortement indexé sur la taille des patients. Et c'est probablement l'élément important qu'on ne regarde pas assez. Et on se focalise sur le poids alors qu'il faut peut-être focaliser sur la taille. C'est un nouveau paradigme. J'ai mis une copie de ce document qui est accessible online, qui est fait par le Médit des Pays de Loire, je crois, qui est assez bien fait, qui est une fiche format A4, voire moins, qui peut être dans la poche et qui récapitule un peu les différentes formules qu'on peut utiliser, qui au jour le jour peuvent nous aider sans forcément qu'on ait à aller chercher dans différents ABAC ou différents calculateurs. Femme enceinte. Femme enceinte, d'abord une PKPD très modifiée. Un temps de transit diminué, un débit cardiaque augmenté, une volume plasmatique qui augmente, une fraction de fixation protéine plasmatique qui est différente, et une fixation glomérulaire qui est augmentée. Alors, on a une augmentation de la diffusion qui en plus est évidemment dynamique au fur et à mesure de la grossesse, on a une augmentation de l'émission rénale, et pour autant, il n'y a pas de recommandation posologique pour les antibiotiques. Donc, il n'y a pas de modification, il faut faire ce qu'on fait d'habitude quand la patiente n'est pas enceinte. Alors, ce qu'on fait d'habitude, sauf
sauf les médicaments contre-indiqués, et on va y revenir. Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'effectivement, la filtration glomérulaire est très augmentée pour les céphalosporines. Et je pense que chez une femme enceinte bien avancée dans sa grossesse, qui a une infection sévère, et pour laquelle je déciderais de mettre des C3G pour une pyélonéphrite, ce qui est l'infection la plus fréquente, j'augmenterais personnellement la dose, même s'il n'y a pas de recommandation dans ce sens-là. Le risque de modification de flore du nouveau-né, il est un peu théorique et les conséquences cliniques, on ne les connaît pas encore. Ce qui est sûr, c'est que si on utilise des bêta-ectamines, il faut éviter l'acide clavulanique en péripartum parce qu'il y a eu des entérocolites chez l'enfant. Et puis les molécules habituelles, azactam, pilmécylinam, qu'on peut utiliser ne posent pas de souci. Donc les bêta-lactamines, pas de souci. Le problème, c'est ce qu'on vous avait vu avant, c'est quand la patiente vous dit qu'elle est allergique aux bêta-lactamines et qu'elle est enceinte. Il faut vraiment, j'allais dire, faire les tests avant la grossesse parce qu'effectivement, là, après, on est un peu coincé. Les macrolides, il n'y a pas de passage fœtal. Les synergistines, on peut utiliser. Les furanes, on peut les diviser, sauf s'il y a un risque de déficit en G6PD, mais bon, c'est relativement rare. Et la phosphomycine péros ne pose pas de problème. Alors, il y a des molécules qu'on est un peu enclin à pas trop utiliser chez ces patients dans ces situations, que pour autant, il faut utiliser quand on a une vraie indication. Quand on a une indication ferme et qu'on a une infection à SARM, il ne faut pas hésiter à utiliser la vancomycine. Il y a un passage placentaire qui est important, d'accord, et puis il faut bien monitorer les taux. Les quinolones, c'est pareil, c'est sûr qu'il peut y avoir des problèmes cartilagineux. Le passage placentaire, il est relativement faible. Et dans ce cas-là, il faut plutôt préférer la cipro pour lequel on a plus de données. Les sulfamides à éviter au troisième trimestre, le trimethoprim à éviter au premier trimestre. Et puis on peut faire parfois des aminosides, mais encore une fois, c'est des situations graves. Et donc dans la balance bénéfice-risque, il faut le faire. Et dans ce cas-là, il faut faire des cures courtes, mais il faut faire des cures courtes en général. Les Bactrim, donc le trimethoprim, il est tératogène à T1 au premier trimestre, d'accord. On a des concentrations chez l'enfant qui sont non négligeables. On a des problèmes neurologiques, des problèmes de tératogénicité. Et donc, si jamais on est obligé de le prescrire, il faut vraiment associer l'acide folinique. Le sulfaméthoxazole il est associé à des ictères chez le nouveau-né, avec des concentrations fétales importantes et un déplacement du rapport Billy sur albumine avec un risque théorique d'ictère. Alors, les molécules qui sont strictement interdites, c'est la strepto et la canam, on ne l'utilise pas souvent, heureusement. Les tétracyclines, après 20 semaines d'aménorrhée. Chloramphénicol, c'est exceptionnel, et la colistine, heureusement, c'est encore exceptionnel. Les recommandations de la SPILS, mais je pense que Joël va en reparler après. Vous savez que la grossesse est une des seules indications à traiter une colonisation urinaire. Une patiente asymptomatique, un ECBU positif, il faut le traiter. C'est associé à plus de complications du péripartum, et quelques complications néonatales, sans qu'on sache s'il soit un marqueur ou un facteur de risque, mais pour l'instant, on recommande de le traiter, avec en première ligne, quand la bactérie est sensible, l'amoxicilline pour des raisons écologiques évidentes, ou le pénicillinate. D'accord ? En cas de cystite, donc d'infection urinaire symptomatique, sans fièvre et sans douleur lombaire, le CBU doit être systématique et doit être débuté de la phosphomycine en une prise. D'accord ? Puis, en deuxième ligne, le pilmécylinam, si la patiente est allergique ou ne tolère pas, ou la furadentine. Je vous rappelle qu'il y avait un warning de l'agence sur la furadentine, mais c'est sur la prise au long cours, dans un contexte qu'on peut discuter. Et puis, bien sûr, on réévalue en fonction de l'antibiogramme. Pyélonéphrite gravidique, C3G, si allergie à azactam, et en cas d'infection, voilà. Et puis un relais par amox augmentin, quinolone éventuellement. J'ai presque fini. Pyélonéphrite sévère, C3GIV, et on peut discuter les aminosides, ou en cas d'antécédent d'infection urinaire ABLSE, directement administrer des carbapénem, d'accord. Et puis encore une fois, il faut réévaluer nos traitements au regard de l'antibiogramme pour choisir la meilleure molécule avec le moins d'effets indésirables, notamment écologiques. En quelques mots, le patient insuffisant rénal. L'insuffisance rénale, on la mesure souvent sur le taux de créatinine, qui est le produit du catabolisme musculaire et l'expression urinaire. Pour autant, la créatinine seule, elle peut être stable chez deux patients totalement différents qui ont des fonctions rénales qui vont du simple au double, et c'est probablement un élément qui est insuffisant seul pour évaluer la fonction rénale. Surtout que des faibles variations de taux de créatinine sérique peuvent correspondre à des modifications importantes du débit de filtration glomérulaire. Alors, comment évaluer le débit de filtration glomérulaire ? Je crois que la formule de Cockcroft-Ego est maintenant vraiment caduque, même si c'est encore une fois celle qui est utilisée le plus souvent dans le Vidal. Le MDRD ou le CKD-EPI, qui est parfois directement implémenté dans nos hôpitaux sur nos logiciels et qui permettent d'avoir directement la fonction rénale bien évaluée par le CKD-EPI, qui est probablement la meilleure équation.
L'insuffisance rénale a été classée en plusieurs types hein, par la Kidney Disease Outcome Quality Initiative, avec en fonction du débit de filtration glomérulaire, et on voit qu'on a une insuffisance rénale sévère en dessous de 30 millilitres minute. Et c'est peut-être le cutoff le plus important. Parce que quelle est l'importance d'ajuster la posologie à la fonction rénale? En cas de surdosage, c'est évidemment la toxicité, en cas de sous-dosage, c'est l'inefficacité. Là, on est dans le problème inverse de l'obèse, c'est qu'en général, on a un surdosage parce qu'on évalue mal, on se fixe juste à une créatinine plasmatique et on évalue comme ça, un peu de manière empirique, la fonction rénale sans faire l'effort de calculer CKD-EPI pour chaque patient. L'expression urinaire d'antibiotiques, c'est quand même important. Hein, donc, un patient qui a une insuffisance rénale, il y a une accumulation d'antibiotiques avec un risque de toxicité importante. Oups là, ça a bougé. Il y a deux méthodes, soit on diminue la dose, soit on augmente l'intervalle. C'est le même principe en fonction des caractéristiques de la molécule antibiotique. Est-ce que c'est une molécule qui est temps dépendante ou qui est concentration dépendante? Et on peut faire les deux. À gauche, voilà comment se passe quand on a une fonction rénale classique et qu'on a une variation des posologies. Quand vous êtes insuffisant rénal, vous arrivez dans le seuil de toxicité. Donc plusieurs possibilités. Soit vous réduisez les doses, et donc vous arrivez en dessous du seuil de toxicité, typiquement là on réduit d'un tiers, soit on espace, hein, notamment avec les aminosides, et on voit que dans ce cas-là, on arrive à une efficacité conservée avec moins de toxicité. Et puis la méthode mixte, donc je passe. Alors les aminosides, pas d'adaptation de dose en cas d'insuffisance rénale, espacement. Pour les autres bêta-lactamines, je pense qu'on peut retenir le seuil de 30 ml minute de DFG bien calculé, que si on est au-dessus, il y a quasiment rien à faire en termes d'adaptation de dose dans les prescriptions. Bien sûr, on dose habituellement si on peut le faire pour essayer d'évaluer la concentration plasmatique, mais initialement, je pense qu'il n'y a pas besoin, on peut rester sur ce seuil de 30 ml minute, et en dessous, on peut diminuer, et en général, on diminue la posologie de 50%, ce qui est relativement simple, manifestement. Alors, il y a aussi les deux dernières diapos. La dernière, c'est la toxicité. Hein. Il ne faut pas oublier que les antibiotiques, ça peut conférer une toxicité, notamment rénale. Alors, les aminosides, c'est bien connu, mais les bêta-lactamines, il y a de plus en plus de néphrotoxicité, de néphrite interstitielle et glomérulonéphrite. Et puis, il y a aussi des néphrites interstitielles immunoallergiques. Il y a aussi de la pathologie lithiasique hein, liée aux antibiotiques. Il y a un site qui s'appelle le GPR, qui est fait en partenariat avec le service de néphrologie de la Pitié-Salpêtrière et la SPILF, qui est accessible online, qui est free, qui est gratuit, et il y a juste une inscription à faire, et qui vous donne immédiatement, quand vous rentrez les caractéristiques d'un patient, la fonction rénale estimée, la posologie antibiotique, en fonction de la situation, insuffisance rénale, hémodialyse, hémofiltration, etc. Je vous remercie pour votre attention.